j'ai fait Versailles 50 ans en building devant 20 élèves. Donc là, ça change un peu en fait, en quelque sorte, donc c'est plutôt agréable. Les deux sont agréables, mais en tout cas, ça fait plaisir de vous voir. Donc oui, vous verrez, l'idée justement, c'est que là, je vais peut-être moins parler de l'art contemporain, plus de science-fiction, et vous allez voir, ce qui m'intéresse, c'est parce que j'imagine que lorsque vous allumez au mieux France Info, au pire BFM TV, au pire du pire CNews, vous avez de quoi vous taper la tête contre les murs, et donc effectivement, l'ambiance générale de A à Z, de Macron à je ne sais qui, à Poutine, est quand même assez complexe, sans parler des enjeux écologiques évidemment, qui sont plus que jamais essentiels et qui n'écoutent moins que jamais. Donc l'idée, c'est un peu de se dire au fond finalement, est-ce qu'il n'y a pas dans la capacité d'artistes, d'auteurs, à créer des fictions, des dispositifs fictionnels, emballant, possibilité de créer à terme des contagions non pas destruction, mais au contraire, engageant d'autres types de regards, d'autres types de valeurs par rapport à nos sociétés. Peut-être que nous ne le verrons pas de notre vivant, surtout Yann et moi, mais peut-être que votre vivant plus tard, ça peut, en tout cas, soyons à la fois lucides, c'est-à-dire ultra pessimistes, et, on va dire, optimisme combatif, pour avancer. Donc, la question, voilà, le point de départ, c'est ce livre dans les imaginaires du futur, que j'ai publié en octobre 2020, et qui va être en poche à partir du début du printemps, normalement, voilà, de l'année prochaine. On se connaissait depuis un moment avec Yann, mais voilà, ce bouquin nous a permis de réinaugurer les discussions. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé ou si on parlera de l'énergie artistique, mais voilà, le type d'énergie peut potentiellement irriguer des fictions stationnantes comme telles et des actions telles que celles que vous, j'imagine, pouvez engager en tant qu'artiste. Alors, donc en quoi les imaginaires du futur liés à la politique environnementale nous aident-ils à penser notre présent et à dégager de nouveaux horizons, alors que ce futur nous semble quand même globalement assez sinistre? Et pourquoi parler d'imaginaire? Alors déjà, dans ce livre, dans les imaginaires du futur, que je vous dise quand même les trois points de départ. Je suis parti au départ d'une sidération. Une sidération entre deux imaginaires très forts, très puissants, dont on va parler, que je vais parler, qui vont être en quelque sorte mon fil directeur, qui sont en fait l'imaginaire des technologies, l'imaginaire démiurgique, l'imaginaire de la Silicon Valley, qui est un imaginaire d'une extrême puissance, mais qui effectivement a quelque chose d'assez, on va dire, déstabilisant si on est gentil, mais à mon sens, il me semble difficile d'être autre chose que technocritique aujourd'hui, et donc ces imaginaires-là, de par leur puissance, sont peut-être porteurs de promesses, mais en tout cas sont aussi porteurs, on va dire, de désespoir, mais ils sont hyper puissants et c'est intéressant de s'intéresser à eux, intéressant de les décrypter, intéressant d'essayer de mesurer. Et là, moi, en ce qui me concerne, j'utilise la fiction. Comment on peut leur renvoyer leurs images, en fait, pour les contrer, pour créer des contre-fictions. Donc, ces imaginaires technologiques. Il se trouve que dans le passé, j'ai écrit un livre qui s'appelait Google God, sous-titré Big Brother n'existe pas, il est partout. Voilà. C'est d'ailleurs une étudiante qui avait trouvé le titre Google God avec ce jeu de mots que j'ai trouvé admirable et que je vais donc remercier dans le livre. Et donc, l'autre imaginaire, qui est l'imaginaire évidemment environnementaliste, post-apocalyptique, effondriste, toutes les variantes que peut prendre cet imaginaire, on va dire, dont je me sens évidemment aujourd'hui plus proche, mais qui peut aussi avoir des manifestations assez inquiétantes, voire réactionnaires, cet imaginaire écologique dans lequel se retrouve également Yann Thomas, et d'autres sans doute parmi vous, mais qui est aujourd'hui un imaginaire également très fort, peut-être pas assez fort si l'on constate le manque, on va dire, d'écoute de certains types de personnages par rapport à cet imaginaire, mais le premier effet qui a été à l'origine de ce livre, c'est cette sidération. On se sent bloqué par l'incapacité d'agir face au réchauffement climatique. On se trouve complètement sidéré par ce discours des nouvelles technologies, où la nouvelle technologie pourrait tout solutionner sans exception. Le chômage, la faim dans les mondes, en quelque sorte, voilà le stade absolu. Donc, rien à faire, il suffit de rester de plus en plus précaire et d'être technologisé à d'autres. On est là encore sidéré. Et quand on met côte à côte ces deux imaginaires, quand vous réfléchissez, un imaginaire est celui du retour aux limites, qui est celui de l'imaginaire environnemental,
imaginaire de dépassement des limites, si en plus on les met côte à côte, on est plus sidéré, on est carrément KO. On ne sait plus où on va, on ne sait plus que faire. Non seulement pris un à un, ces deux imaginaires sont déstabilisants et ils semblent empêcher l'action, mais mis côte à côte, ça devient un enfer. Premier constat. Donc, dans mon travail, dans mes recherches, je me suis dit, au fond déjà, si j'ai envie d'analyser ces imaginaires, de voir comment on peut les dépasser, en compagnie d'amis, de proches, artistes, comme Yann dans le bouquin, comme Grégory Japonski, comme d'autres, Alain Damasio qui a fait une volte-face pour mon livre, et d'autres, donc en compagnie de pas mal de personnes, mortes ou vivantes, donc des groupes vivants, heureusement, au fond, finalement, d'où je parle. Premier constat, cette sidération. Deuxième constat, assumons d'où je parle et qu'est-ce que je recherche. Et dans ce livre, j'ai assumé que la recherche que je menais se posait en direction d'une utopie, d'une utopie, c'est-à-dire une utopie ayant des lieux, souhaitant se confronter au réel, que j'ai qualifié de libertaire ou d'anarchisme et terrestre. Anarchisme au sens de partant de vous, plutôt que d'eux dans le ciel, que ce soit un ciel réel ou irréel, que ce soit les serveurs, que ce soit les palais de l'Élysée ou pire, d'autres types de là, de par notre monde. Donc quelque chose qui nous soit surplombant, quelque chose qui soit à l'intersection de ce qui se passe, de ce que font Extinction Rebellion et les Layers, pour simplifier, donc partir du terrain, l'utopie qui part de là, donc l'utopie qui se revendique à mon sens anarchiste sur ce plan-là, plan premier du terme, au sens de ce qui est pour moi la grande référence anarchiste, qui est celle de Pierre Kropotkin, ainsi que celle d'Élisée Reclus, qui était des zoologistes, qui étaient des éthologues, qui étaient des géographes, et qui étaient anarchistes aussi, par le même biais. Kropotkin a fait un livre dont il a été trouvé par Élisée Reclus, qui s'appelle L'entraide. L'entraide, un autre facteur de l'évolution. En 1902, il a été mis sous le tapis, et c'est un bouquin dans lequel il parle des peuples indigènes, il parle des autres cultures, en disant qu'on a tout à tirer, tout à gagner de toutes ces rencontres, et c'est un livre qui met en scène la coopération comme antithèse à la logique de compétition capitaliste. Dans un bouquin écologiste qu'on redécouvre aujourd'hui, il est une des références absolues de Pablo Servigne, parce qu'il a fait son bouquin Pourquoi tout peut s'effondrer, et en ce sens-là, il y a un anarchisme qui peut nous inspirer, au-delà de l'anarchisme du faire, des meilleurs que d'autres, qui peuvent là aussi peut-être créer des voies de sortie de la mauvaise. Donc, anarchiste et terrestre, même si je critique un peu Bruno Latour dans mon livre, au sens de Bruno Latour, c'est-à-dire terrestre, au gros l'antithèse de terrestre, c'est la plantation, c'est l'usine, c'est-à-dire en gros ces systèmes qui dénient complètement l'existence d'un environnement, humain et non humain. Donc comment on fait pour sortir de cette logique de l'anthropocène, du capitalocène, vous connaissez ça sur le bout des doigts j'imagine, et là, l'antithèse, en quelque sorte, que je cherche à ce niveau-là, la logique terrestre, c'est celle, effectivement, d'une façon de faire qui ne serait pas destructrice de son environnement. Une usine, par essence, c'est un silo. Une plantation, par essence, c'est un silo. Et ces deux éléments sont destructeurs, sont coloniaux, dans l'essence même. Donc, comment on les décolonise et comment on fait en sorte qu'effectivement, on les transforme ou on les change, on passe à autre chose, en sortant de cette logique de coupure, de séparation vis-à-vis des humains, de l'usine, qui sont des esclaves ou extérieurs, et évidemment des non-humains, de la faune et de la flore. Donc au fond, le point de départ du livre, il est là, il est de dire, voilà, il y a une sidération, il y a une ambition, une recherche, une quête, et comment cette recherche, cette quête, elle est menée? Elle est menée non seulement avec des philosophes, je trouve que j'ai travaillé avec Bernard Stiegler, je connais évidemment pas mal de philosophes, que la revue Multitude est une revue, il y a beaucoup de penseurs comme Yves Citon et d'autres qui sont très enrichissants avec lesquels je travaille, mais aussi en prenant les œuvres de fiction d'hier et d'aujourd'hui, des œuvres d'art contemporain, comme non seulement des moments, des instants, des espaces de pensée, de réflexion ou de divertissement, mais comme des clés de compréhension et de transformation potentiellement du monde. Et donc prendre au sérieux, Philippe Cadiz, Ursula K. Le Guin, les 14 auteurs de Nos futurs solidaires, qui sont des auteurs de science-fiction contemporains, et qu'on crée sur la question de la solidarité, donc prendre au sérieux, c'est tout récent, sorti en mars 2022. Parce que l'idée aussi c'est d'agir avec d'autres pour transformer tout ça. Donc prenons l'ensemble, au fond, de ce que vous faites
faut en tant qu'artiste, de ce que font des auteurs, de ce que font des écrivains, autant que des penseurs et des philosophes et des scientifiques, comme des éléments pouvant potentiellement nous accompagner dans cette recherche. Sortir de l'accélération, nous approcher, peut-être pas pour nous, mais pour le futur, même si ce n'est pas de notre vivant, de quelque chose qui serait de l'ordre d'une utopie située, lucide, une utopie lucide, qui puisse être à la fois d'essence libertaire et d'essence terrestre. C'est un rêve, mais si on ne rêve pas aujourd'hui, on devient chèvre. Si on ne rêve pas aujourd'hui, on n'est pas réaliste. Le réalisme aujourd'hui, c'est pas de dire il y a la croissance, il y a l'emploi. Non, le rêve aujourd'hui, c'est de dire ces trucs-là, ça nous détruit. Voilà, c'est ça le rêve. Et le rêve, c'est la réalité. Cette réalité-là, elle est concrète, elle est réelle. Il faut qu'on change de modèle. Donc ça, c'est mes a priori. Après, même s'ils m'engagent, ça ne m'empêche pas, ça ne nous empêche pas, nous, comme vous, en tant qu'artiste, en tant qu'auteur, d'être honnête. Et de savoir reconnaître les difficultés, de savoir reconnaître que l'utopie est potentiellement une dystopie. L'utopie des uns et la dystopie des autres. Et au fond, ce qu'il s'agit, c'est de créer des prototopies, c'est-à-dire des prototypes dans lesquels on va se plonger, prototopies, pas comme des gens de marketing, mais comme des artistes, des auteurs, des citoyens, lambda, qui vont se dire oui, peut-être que c'est possible d'agir comme ça. Sachant que dans ce livre, je m'intéresse évidemment à des récits qui sont des récits fictifs, mais qui sont évidemment complémentaires de ce qu'on fait, par exemple sur Solidarum.org, qui est une petite dépend d'une fondation dans laquelle on valorise des récits, des initiatives dans le monde, en France, en Guadeloupe, partout, de solidarité écologique et autres, qui effectivement, à leur façon, changent les choses. Donc les récits factuels qui sont irrigués de l'imaginaire et les récits fictifs qui nourrissent le réel sont complémentaires et on n'arrivera à rien, on ne transformera à rien si on ne lit pas en quelque sorte les deux et qu'on ne lit pas évidemment cette logique des récits et de la fiction avec des logiques politiques, des leviers qui sont des leviers de protestation, d'autres types de leviers de création inscrits en quelque sorte dans le réel. Alors on dirait, pourquoi les imaginaires? Une petite incise. C'est une sorte de petite digression avant de continuer. Les imaginaires, parce qu'au fond, nous sommes encore les héritiers de la philosophie de Platon. Dans la philosophie de Platon, on va faire une caricature, mais c'est pas grave, il y a le monde des idées, pur et parfait. Il y a le réel, la réalité tangible. En fait, il y a le sage qui vit dans la réalité tangible pour essayer d'amener les citoyens lambda vers la sagesse, donc vers ce monde des idées. Et quand vous lisez Platon, le faire semblant, la fiction, soit la tragédie, la poésie, c'est le troisième niveau, c'est un leurre d'un leurre. C'est un pastiche, en quelque sorte, d'un pastiche qui est cette réalité, vous vous souvenez de la caverne de Platon, cette réalité, donc on est dans une caverne, on a besoin de sage pour nous sortir de la caverne, et ce que font les artistes, au fond, c'est une copie d'une copie, un semblant d'un semblant. Et aujourd'hui, bien souvent, les gens, même formidables, vont vous dire c'est une fiction pour, en quelque sorte, l'envoyeur, pour expliquer que c'est pas réel, mais donc il faut s'en défaire, il faut s'en foutre en quelque sorte. Et évidemment, le monde universitaire, ce rapport à la fiction, ce rapport aux imaginaires, ce rapport au récit, ce rapport à bien souvent, c'est en train de changer, il y a des gens comme Sandra Logier, comme Yann et comme d'autres, mais malheureusement, on hérite, et notre monde éducatif hérite aussi d'une vision de l'imaginaire, qui est une vision, on va dire, négative, un peu sale, en fait, alors même que, à mon sens, il ne peut pas y avoir de changement sans un mariage de la raison, de l'analyse, de l'info qui s'assume comme info, qui va sur le terrain et qui dit qu'elle parle, parce qu'aujourd'hui, avec le notice et tout le reste, si on ne retrouve pas une éthique par rapport à ce monde-là, on va littéralement au mur. Mais en tout cas, la logique de la raison est complémentaire de la logique sensible qui est la vôtre, cette logique qui se joue des imaginaires pour essayer de faire comprendre, de sensibiliser à ce qui va être différent et à potentiellement ce qui va construire autre chose. C'est bien pour ça que c'est un peu le point de départ de recherche, le pan de mon travail qui est l'ordre, donc on va dire de l'exploration, qui est de creuser là-dessus. Alors, ce que je vais faire, c'est, dans un premier temps,
Voilà, là je vais maintenant rentrer un peu dans le détail, mais quelques exemples. Quelques exemples, voilà, qui vous montrent déjà cet effet de sidération, comment on peut le voir. Je vais prendre un exemple, et puis après je vais m'amuser un petit peu avec quelques exemples des technologies pour vous montrer comment, en allant aux sources imaginaires de ce que nous présentent les Elon Musk et autres, on peut les démonter, littéralement. Et en même temps se faire plaisir. Puisqu'en fait, on découvre en plus les œuvres littéraires et des gens qui se sont inspirés directement ou indirectement, qui de fait, sur l'essence même de leur message, bien souvent, étaient très différentes de la logique qui est la leur. Déjà, quand vous regardez Blade Runner, le premier de 1982, ou celui qui s'appelait Blade Runner 2049, de Denis Villeneuve, en 2017, le film est sorti en 2017, là c'est une image du début, donc là vous voyez les deux affiches des deux films, le premier de 1982, le deuxième donc de 2017. Le premier par Roger Scott, le deuxième par Denis Villeneuve. Denis Villeneuve, j'imagine que certains d'entre vous le savent déjà, il a fait un film de Premier Contact qui est assez formidable. Il a aussi été commis, en quelque sorte, la nouvelle mouture de Dune, de Herbert. Et il a notamment réalisé Blade Runner 2049. Donc là, on est sur un territoire de la science-fiction, qui, à mon avis, qui, quand elle est réussie, est une sorte de philo-fiction, c'est-à-dire une fiction qui a une portée potentiellement philosophique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'origine de Blade Runner, c'est un roman d'un auteur qui s'appelle Philippe K. Dick. Vous l'aurez constaté, je suis un peu obsédé par cet auteur, chacun a ses obsessions. Donc moi, je ne peux pas passer une conférence sans citer Philippe K. Dick. À une époque, c'était Gaumont Tada, maintenant c'est Philippe K. Dick, des fois c'est les deux. Voilà. Arthur William Thomas, et ça se construit aussi quand même. Donc Philippe K. Dick, c'est un roman de 1969 qui s'appelle Les androïdes réactifs de moutons électriques. Déjà, dans ce roman-là, il y a l'extinction. Il n'y a plus d'animaux. Le mouton électrique, les animaux électriques remplacent les animaux vivants la plupart du temps. Et la clé est l'empathie par rapport aux animaux. Malheureusement, dans le film Blade Runner, cet élément-là a un petit peu disparu. Mais il y avait des sortes de réalité virtuelle avec une poignée pour entrer dans une sorte d'univers assez bizarre. Il y avait des idées absolument hallucinantes dans le roman, qu'on ne trouve pas forcément dans le film, même si on en trouve un petit peu, c'est quelques restes qui sont tout à fait intéressants. Mais par rapport à cette double sidération, au-delà même de cette source donc, de ce roman de 1969 qui s'appelle Les androïdes réactifs de moutons électriques de Philippe K. Dick, que je vous conseille, parce qu'il rejoint, d'ailleurs vous avez remarqué, pour ceux qui ont vu Blade Runner le premier ou le deuxième, on va la voir là, cette atmosphère qui parle de fin du monde, qui pourrait être issue des astres nucléaires ou du réchauffement climatique, et elle est évidemment très présente dans les deux films. Donc déjà, dès le début de par exemple, de celui-là, de Blade Runner 2049, dès le début, on a ces paysages d'agriculture biogénétique, ferme protéinique, tous pareils, on dirait un tableau abstrait. Je ne vous le montre pas, je vais montrer à mes étudiants ce matin un extrait du film, ça me semble un peu compliqué de montrer un extrait de film. On arrive sur une sorte de feuille. Je veux dire, il y a un seul arbre qui est un arbre mort, et le miracle, c'est une petite fleur en bas de l'arbre, quelque part. On est complètement dans une symbolique, et une symbolique est fondée. Tout le film fonctionne avec cette symbolique. Cette symbolique, il y a eu un grand bug à un moment donné, on l'apprend dans le film, une discussion par rapport à ça, et l'ambiance, l'atmosphère, les images, par exemple, ces images donc là, je crois que c'est à Las Vegas, et ainsi de suite. Ce type d'image, on avait dans le premier Blade Runner de 1982 un univers noir, pas de lumière, une pluie permanente, des pluies acides. Donc déjà, en fait, le premier constat, c'est que dans tous ces films, dans tous ces séries, etc., cette donnée-là, cette donnée de l'effondrement, elle est présente en permanence. Même pas de Mad Max, post-apocalypse, et ainsi de suite, mais voilà, c'est un point qui est systématique, il est toujours présent. Ce qui est assez amusant, c'est que ce qui est présent en parallèle dès le début de Blade Runner 2049, bien évidemment, via le répliquant,
Il y a la voiture volante, et très vite, il y a une sorte de personnage virtuel en hologramme, c'est le fantasme technologique. Donc on a en fait, dès le début et sur l'ensemble du film, cette double sidération, cette sidération par ce monde technologique avec la voiture volante. La voiture volante, c'est plus trop dans le monde de la science-fiction quelque chose qui signifie le futur, mais dans les années 50, ça l'était. Dans les grandes expositions, New York, ainsi de suite, à l'âge d'or de la science-fiction, la voiture volante était l'une des clés, l'un des clichés, en quelque sorte, de la science-fiction. Donc soudainement, on voit bien que dans le film, on nous met dans cet univers-là. On a tout de suite, avec l'agent KR, je ne sais plus son nom exact, en fait, il y a le Nexus 8 qui va tuer, et puis il y a l'agent qui a un nom absolument formidable, KRD 3.7, un truc comme ça, qui est donc le personnage principal du film. On voit ici, là, à droite, à côté de la Harrison Ford vieillie. Donc, principale critique de Elon Musk et des plans de colonisation de Mars de Elon Musk. Kim Stanley Robinson, qui est un écrivain de science-fiction, a écrit un roman qui s'appelle Aurora, il met encore à jour ce qu'il avait envisagé dans ces 3 livres, Mars la rouge, Mars la bleue, Mars la verte, qui considère que dans 10 siècles, au prochain millénaire, on ne sera pas encore prêt et la colonisation de Mars ne sera pas encore possible. Et il explique pourquoi, il met à jour ses connaissances, parce que tout simplement, et c'est ce qu'il raconte d'ailleurs dans Aurora, parce que tout simplement la vie est liée à des logiques d'écosystème et que les chances, même si on trouve à Proxima du Centaure une planète qui soit potentiellement, on va dire, habitable, à ce que nous, on puisse, en quelque sorte, entrer, pénétrer dans cet écosystème, dans cette logique, dans cette terre, et pouvoir y vivre, est excessivement faible. Et c'est ce qu'il met en scène dans un moment très critique, très écologique, qui s'appelle Aurora. Ce qui est un truc assez rigolo, c'est que moi j'avais vu il y a un an, à peu près 1 an et demi, au la Tour, qui n'est pas trop la science-fiction, et j'ai vu avec un cadeau ce bouquin, Aurora, Kim Stanley Robinson. Et maintenant, systématiquement, ici, il a commencé à lire Kim Stanley Robinson et il le cite. Ça montre bien qu'il y a des philosophies qui peuvent changer, qui peuvent nous transformer. J'ai entendu encore à France Culture assez récemment, il y avait une émission sur le soleil vert, donc c'était l'exploit scientifique, et il y a un intervenant qui a expliqué que lors d'une projection de soleil vert, il y a une femme qui est venue le voir, elle voulait, après le film pour le débat, le film, quand il est sorti en 1974, l'avait trop marqué, elle ne voulait pas le revoir, mais elle voulait en discuter. Elle avait été marquée par le film. Donc la fiction change et transforme, dans tous les sens du terme. Alors, évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on voit forcément. Mais là, regardez ce que j'avais réussi à capter. Voilà, l'image est assez parlante. C'est un tweet. C'est un tweet de anti-public. Combien y a-t-il parmi vous qui ont dans leur poche un smartphone Android? Levez la main. Est-ce que vous savez d'où vient le terme Android? Bon. Eh bien, le terme Android, c'est tout simplement l'Android. Parce que anti-public, vous ne pouvez pas le dire lorsqu'il était à Google, c'est lui qui a créé la start-up qui s'appelait Android. Et il a créé cette start-up. Pourquoi, comment? Ok. À un moment donné, ok, les réplicants s'appellent les Nexus 6. Lorsqu'il fait une gamme avec Google, pour montrer son moteur avec son logiciel, son OS, à savoir Android, il l'appelle Nexus. On se dit c'est un hasard. Et quand il quitte Google, qu'est-ce qu'il fait? Le 8 janvier 2016, il a été chercher une image où on voit l'affiche de Roy Batty, le répliquant le plus virulent joué par Rush Hour dans le film. Et dessus, on voit qu'il y a écrit, la date d'activation, c'est le 8 janvier 2016. Et bien, le 8 janvier 2016, il a souhaité bon anniversaire à Roy Batty. Voilà. C'est-à-dire que ce qui a motivé ce personnage de la Silicon Valley, qui à un moment donné a quitté Google, il faut savoir que dans Google, par rapport à Facebook et son crétin Zuckerberg, d'autres, Larry Page et Sergey Brin sont des gens, Burning Man et autres, ont été quand même marqués par un type de contre-culture. Bon. Et en Anti-Rubik, c'est un peu pareil. Voilà. Et ce genre de choses, on ne le voit pas. C'est-à-dire, c'est voir la façon dont les fictions nous transforment, nous influencent. On a du mal à le montrer parce que, avant de tomber sur un tweet que celui-là, il faut en faire des milliers et que Twitter, c'est quand même hyper Facebook. Donc là, quand je suis tombé dessus, évidemment, je l'ai gardé parce qu'effectivement, voilà, une belle démonstration. Alors, maintenant, déshabillons un peu. Voilà un personnage qui s'appelle Werner Herzog.
qui est celui auquel on attribue, dans un texte qui a été publié dans le Hoover Catalogue en 1993, auquel on attribue l'invention de la singularité technologique. C'est quoi la singularité technologique dans le monde des transhumanistes? C'est cette idée qu'à un moment donné, les machines vont devenir tellement intelligentes qu'elles vont non seulement faire un ménage, nous dire bonjour à l'ascenseur, mais nous dépasser. Voilà, un grand principe. Et que donc, à un moment donné, on aura d'autres choix que de fusionner avec elles ou de disparaître. C'est la logique de l'extinction. Et il fait une conférence à la NASA avec quelques grands personnages du transhumanisme, Hans Norwich. Ils ne sont pas, l'idéologie n'est pas encore formée. L'idéologie de la Silicon Valley, la technologie pour tout résoudre, pour tout solutionner, elle n'existe pas. Ce personnage, Bernard Lynch, c'est à la fois un grand auteur de science-fiction, mais c'est un mathématicien. Et là, il intervient en tant que scientifique à l'université de San Diego. Et donc, ce texte paraît fin 1993. Il en fait un exposé oral en mars 1993. Et c'est une caricature. Et cette caricature va servir en quelque sorte de moto, de guide, de promesse aux transhumanistes qui vont prendre à la lettre son idée, expliquer avec des analyses scientifiques absolument abyssales, comme quoi, effectivement, à un moment donné, il disait en 2025, vous avez vu qu'on dit déjà, il suffit de voir une machine, notre ordinateur comme il marche bien, nous n'aurons d'autre choix que de fusionner un développeur avec une machine. Donc, je vous dis, qu'est-ce qu'il arrive? Il parle en tant que scientifique. Eh bien, si on prend son livre, qui s'appelle, sorti 7 ans plus tôt, en 1986, qui s'appelle La captive temps perdu, là où, en tant que scientifique, il était caricatural, dans ce livre-là, il met en scène, il imagine une fiction avec des personnages qui vivent une extinction. Alors on est plutôt au 24e ou 25e siècle, 24e siècle, donc le 23-24e siècle, donc après Jésus-Christ, donc dans 2 ou 3 siècles, c'est quand même assez lointain. Et il imagine une bulle de temps, de personnages, c'est une sorte d'enquête, et il y a l'enquête réelle du bouquin, et l'enquête sous-jacente qui enquête sur pourquoi il y a eu une extinction. Eh bien, dans ce roman, la mise en scène de l'extinction, elle passe par plusieurs voies, dont des voies qui sont totalement écologistes, dont une ici qu'on a juste vu pour l'apprentis sorcier. C'est-à-dire qu'il imagine la météorite, il imagine la fusion d'une machine, donc en tant qu'auteur de science-fiction, il est plus ouvert, plus intelligent, plus scientifique qu'en tant que scientifique. Cherchez la voilà. Parce que tout simplement, il évoque, il met en scène plusieurs hypothèses. Donc déjà, voilà, par rapport à quelqu'un comme Bernard Lynch, on peut lui opposer ses propres écrits. C'est quand même paradoxal. Mais on pourrait continuer. On pourrait parler de Elon Musk et de son lacet neuronal. Alors je me suis amusé, il y a eu une image qui comparait Elon Musk avec Stark. Je vais vous montrer, parce que ça m'amusait plus que de sa tête, avec la comparaison. Alors, il a annoncé Neuralink en 2016. Et il l'a vraiment révélé en 2017. Et il parle d'un lacet neural, d'un lacet neuronal. Alors, Neuralink, c'est un de ses grands projets. C'est pas la recherche leader, c'est pas la colonisation de Mars, mais c'est l'idée, au départ, c'était vraiment pour augmenter l'humain, d'une connexion directe entre nous et les machines. C'est également un rêve de Mark Zuckerberg. Bon, voilà, connexion directe, soi-disant pour nous augmenter. Alors, il s'est très vite rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué, etc. Donc, on met une sorte de lacet neural. Est-ce que c'est un implant? On ne sait pas trop ce que c'est. Dans un premier temps, ça va être par rapport à une personne handicapée, merci pour eux. Ils vont nous servir de cobaye, sympa, Elon Musk, merci à toi. Tu t'es rendu compte que c'était plus galère que prévu, donc ok. Mais lacet neural ou neuronal. Mais où a été chercher ça, en fait, lacet neural, d'où ça vient? Ça vient d'une série. Le cycle de culture il y a une bande. Sauf que dans le cycle de culture il y a une bande. Le paradoxe, c'est qu'à un moment donné, il y a un dialogue entre. Que je vous dise ce que c'est que le cycle de culture de dialogue. Déjà, c'est une utopie, soit dans un futur très 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 lointain, soit dans un autre monde. Et dans ce monde, dans cette utopie, dans des millions d'années, effectivement, les réseaux spatiaux, les machines, les drones, sont réellement intelligents et sont des citoyens. Bon. Et c'est une sorte d'utopie anarchiste, totalement libertaire,
à hauteur galactique, bon, avec des soucis avec certaines, effectivement, planètes, donc il y a des circonstances spéciales, et donc c'est pour ça qu'il y a des histoires qui se racontent. Mais le laser neural, à un moment donné, qui permet encore, dans le roman, des connexions directes entre des machines, des vaisseaux spéciaux, spécial IA et des humains, à un moment donné, un vaisseau spatial intelligent explique à un humain que ça a été aussi terrifiant, que c'est aussi un instrument de destruction de la personnalité. Donc, ce que nous dit pas Elon Musk, c'est que si on va chercher la source d'inspiration de son laser neural, ce que met en scène le romancier, dans un roman plutôt utopique, c'est la dystopie qu'il y a avec ce type d'outil. C'est les logiques de manipulation potentielle. Donc, à la fois immense potentiel positif, immense potentiel négatif, et en plus dans des millions d'années, dizaines de milliers d'années. Alors qu'effectivement, pour un Elon Musk, c'est demain on va faire 10. Là encore, chercher l'erreur. Donc, quelque part, la fiction nous redonne le goût du temps. En fait, c'est comme le bon vin, c'est comme le bon fromage. À un moment donné, voilà. Les artistes aussi créent des dispositifs qui peuvent nous décaler dans l'espace, dans le temps, et c'est ça qui nous permet de voir différemment, en quelque sorte. Et c'est ce qui permet, en quelque sorte, la critique. Et mener une critique en ayant connaissance des sources non dites de ces gens-là, voilà, en tout cas, moi, ça m'amuse. Ça me plaît, et ça me paraît, évidemment, il y a de multiples voies, et ça, c'en est une, potentiellement. Et lorsqu'on est artiste, bien évidemment, s'inspirer de sources, les retourner, les détourner, c'est évidemment l'une des stratégies potentielles à charge de l'artiste de faire durer dans le temps pour que ce ne soit pas un simple gadget. Donc, dans la culture de Elon Musk, on a une utopie, mais le laser neural, quand on nous vante les mimiques, il est décrit comme quelque chose potentiellement aussi intéressant, ne serait-ce que pour avoir la météo de manière un peu plus directe, que le destructeur de l'humain. Et là, pour le coup, on peut être totalement dégommer et devenir pire que Florian Philippot. Donc, alors, on pourrait se dire, vous avez remarqué que j'ai pas dit Macron, j'en prends citer plein de toute façon, et comme ça c'est subjectif, donc c'est pas très important. Mais à qui profite le crime? Est-ce que ça ne cache pas cette logique qu'on voit dans Panor de Spike Jones dès 2013, qui est, au fond, une IA qui existe déjà, qui est partout présente, mais l'air de rien. L'air de rien, sans même qu'on le réalise, qui nous semble plus ou moins humaine lorsqu'on dialogue avec elle. Il y a une histoire avec la présentation de l'IA de Google capable d'appeler le coiffeur, qu'avait fait Google, je crois que c'était en 2018, et ils avaient omis dans le test qu'ils avaient fait de dire que c'était une IA. Ils avaient présenté au salon des développeurs l'IA qui, effectivement, se faisait passer pour un humain qui appelait le coiffeur. Ça avait créé un scandale absolu. Et de fait, c'est très exactement ce qui se passe dans l'heure. C'est-à-dire qu'on voit les paradoxes, les difficultés, parce qu'au fond, finalement, je me souviens d'une discussion avec un spécialiste de l'unimédia, un spécialiste du design interactif. Ce qu'il me disait, c'est qu'au bout d'un moment, on va être obligé d'apprendre la politesse en Chine. C'est que l'enjeu n'est pas, comme le disait Google, de faire disparaître Internet, qui soit partout présent comme l'électricité. Et maintenant, vous voyez ce qu'il en est de l'électricité et de l'énergie. Non, au contraire, ça va être de la rendre visible. Il faut rendre visible là où il y a une intervention technologique. Moi, j'ai mis à la fin un exemple d'un extrait de Wiki de Philippe Cadic, et cet extrait de Wiki de Philippe Cadic était cité par ce gars-là, Adam Greenfield, dans la révolution des millénaires. Pour lui, c'était réellement un moteur, une inspiration absolument incroyable. Public, c'est un roman totalement taré, un roman en fait où il y a une sorte d'élixir pour lutter contre le dépérissement total de la réalité. Cet élixir, c'est Public, et à un moment donné, il y a un dialogue entre l'un des personnages, deux personnages principaux du roman, qui s'appelle Joe Chip, qui est une sorte de moins que rien en pyjama, parce qu'évidemment, l'intérêt aujourd'hui dans la science-fiction, dans les Watchmen et autres, c'est plutôt de privilégier l'anti-héros que le super-héros. Voilà, on finit avec les caricatures d'Iron Man et d'Elon Musk. Et donc, Joe Chip, à un moment donné, il a un dialogue avec la porte de
son collapse, en fait, qui le menace d'un procès, voilà, et effectivement, il dit « jamais été poursuivi en justice par une porte, mais je ne pense pas que j'en trouverai ». Donc une sorte de dialogue qui était devenu la référence de ce personnage, Adam Redfield, designer numérique, en disant il avait empiré sa critique, maintenant il est même plus designer, il était devenu lui-même technocritique en disant l'enjeu, ça va être non pas de faire en sorte que se faire entuber partout sans qu'on sache qui nous occupe, mais de nous prévenir avant de se faire entuber. C'était plus sympa, c'est plus poli quand même, hein. Prévenez-nous avant, ou de nous servir, pourquoi pas. Ça peut être utile, bien évidemment. Je ne parle même pas des technologies qui, elles, peuvent être entre les mains, effectivement, de personnes comme vous, et qui peuvent, effectivement, créer d'autres types de promesses. Là, je parle de technologies maîtrisées par des grandes multinationales, des grandes structures, de l'hypercapitalisme. Et donc, on se dit, ben voilà, là encore, un élément qui nous permet de contrer, en quelque sorte, ces logiques, de la même façon que Herbert Frank Jones, avec cette relation amoureuse entre un OS, un système d'équation et un phénix, qu'on voit ici, effectivement, nous sert, parce qu'il nous sert en tout cas de contre-feu, voilà, de contre-feu, pour nous permettre de réaliser ce qu'on ne réalise pas forcément, de la même façon qu'on se rend compte aujourd'hui, que ce qu'on a présenté comme le cloud, c'est des milliers de data serveurs, des consommants d'énergie absolument colossales. En fait, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au net, quand j'ai commencé à créer mon site internet en 1995, personne ne parlait de ça. On n'imaginait pas, on ne voyait pas les data serveurs, le côté physique de la chose. Et bien tout ça, voilà, la fiction peut nous servir. Alors maintenant, si on rentre dans la logique environnementale, politique, etc., donc voilà, je me suis amusé, j'ai fait un petit collage avant de venir vous voir, il y a quelques images. Ça, c'est l'image de Contagion du film de Soderbergh, sorti en 2011. Et je trouve que le scénariste, qui s'appelle Scott Burns, comme ça, au moment au début du Covid, il a eu des coups de fil sans cesse de gens qui lui demandaient qu'est-ce qui va se passer. La logique de fusion-confusion du réel et de la fiction est évidemment très forte, et cette image, en fait, le met en scène. Donc la logique post-apocalyptique, au fond, finalement, elle a anticipé la crise. Mais ce que moi je trouve intéressant dans la lecture de certains textes, parfois assez anciens, c'est que derrière la dystopie peuvent se cacher de l'utopie. Dès lors qu'il y a une pluralité de voix, voilà, on a parfois des surprises assez folles. Ce roman de John Brunner date de 1972, Le troupeau aveugle. Dans Le troupeau aveugle, il y a à un moment donné des trémismes, et je vous assure, il y a le logo qui est quasiment le même, il imagine l'Extinction Rebellion, et il imagine des gens qui retournent et qui font l'anticipation de ce qui se passera demain s'il y a un effondrement, en changeant complètement leur mode de vie. Et alors que ce bouquin, Le troupeau aveugle, met en scène on va dire, un monde totalement pollué. On traverse la rue avec un masque. Je vous rappelle quelque chose. 1972. Truc absolument hallucinant, quoi. Moi, quand j'ai repéré ça, en parlant de bouquin, de législation, on se dit, waouh, on a l'impression de le vivre. Donc il y a quand même quelque chose. Alors, c'est sans doute un hasard et ainsi de suite. Autre exemple, le bouquin de John Brunner, sur le monde de choc, qui date de 1975, ou de Zanzibar, qui date de 1969. Dans ce monde de choc, on a quelque chose qui, quand on lit ce bouquin, moi j'ai fait lire dans le club de lecture à des gens qui n'étaient pas familiers de science-fiction, il était sidéré. Il était sidéré parce que ce bouquin met en scène les États-Unis comme une sorte de démocratie à la mort moineuse, qui n'a plus rien de démocrate, avec une logique de surveillance continuelle. Donc on est vraiment dans le monde des furtifs, de la zone du dehors et de la radio, sauf que le bouquin date de 1975. Et c'est le premier livre qui met en scène en 1975 une logique de verre informatique, c'est-à-dire de hacking. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est devenu le livre de chevet des crypto-anarchistes aux États-Unis, qui considèrent que c'est ce roman qui a anticipé leur logique. Et ce qu'il y a de fou dans ce roman, qui a, en tout cas sur les 3/4 du roman, est connu très dystopique, par ce biais-là, la logique de surveillance généralisée, c'est que, en parallèle, sur la fin, il y a une vie utopique. Une
une ville utopique qui justement gère comme un commun, c'est quasiment un commun avant la lettre, un truc qui s'appelle le pavillon d'Eustache, qui permet dans tous les États-Unis à tout le monde d'être écouté en permanence, et c'est comme une sorte de commun. Et lorsqu'on s'approche de cette ville de précipice, ce qui est assez amusant, c'est que cette ville de précipice, elle a été créée avec un tremblement de terre en Californie, avec des habitants, des bénévoles et des scientifiques. Et ils ont créé une utopie, ils l'ont déconnecté du réseau, en quelque sorte. Hein, ils ont recréé une sorte de deal connecté mais de façon différente avec l'ensemble des États-Unis et du monde. Quand on lit les décors, les descriptions de cette ville de précipice, c'est au cœur même de la dystopie quelque chose de l'ordre de l'utopie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce que nous avons aussi des textes, quand je les analyse comme des films comme Tarkovsky, comme Stalker, où on dit le plus dangereux, ce qui potentiellement nous tue, une planète de un laboratoire est aussi une chance de reconstruction et de renaissance. Et c'est ce que mettent en scène les romans comme ce Langue de choc. On se rend compte qu'au cœur même de la dystopie, des utopies peuvent prendre place. En fait. Et c'est là où l'artiste aussi a son rôle à jouer. C'est qu'à un moment donné, si on est minoritaire et si on reste minoritaire, John Muller était évidemment totalement minoritaire. En fait, les premiers à avoir dénoncé le désastre écologique, donc dès 1972-1974, chez des autres pas mal d'auteurs, c'était évidemment ultra minoritaire. Le rapport Meadows, le premier rapport sur le réchauffement climatique, date de 1972. Rapport du Club de Rome, on va appeler aussi. Et a commencé vraiment à communiquer en 1974, au moment du premier choc pétrolier, au moment où sort Soleil vert, donc de Richard Fleischer. Et ce type de bouquin sur l'onde de choc, quelque part, contrairement à ce Soleil vert qui est entièrement dystopique, il glisse des éléments d'utopie situés avec quelques clés au cœur de son univers. Et je pourrais vous donner beaucoup d'exemples, on va dire, de ces dimensions, quelque part, utopiques. On pourrait multiplier les exemples. La dystopie dans ce monde de choc, elle passe aussi par les manipulations génétiques. Les animaux génétiquement modifiés ont été un personnage, on adopte un, etc., adopte une panthère génétiquement modifiée. Il y a une logique, un rapport au conformisme, une lutte contre le conformisme qui s'appelle le Steve Bannon dans ce roman, qui est aussi complètement hallucinant. Donc, effectivement, je pourrais parler de nouvelles, de culture solidaire, où là, il y a des systèmes qui sont effectivement des logiques qui sont plus ou moins utopiques, plus ou moins dystopiques, qui sont mises en scène sur une logique de solidarité. Mais ce qu'on constate lorsqu'on étudie tout ça, c'est qu'effectivement, il y a des pistes. Il y a des voies, il y a des pistes, il y a des logiques de sortie, quelque part, de crise, qui sont plutôt passionnantes. Alors, évidemment que lorsqu'on s'intéresse lorsqu'on s'interroge sur la logique environnementale, évidemment que la logique d'alerte est la première chose qui nous vient à l'esprit. La logique d'alerte, c'est effectivement la logique dystopique. D'une certaine façon, si vous prenez les plus anciennes dystopies qui sont les nôtres, les plus connues en termes de littérature, 1984 de George Orwell, donc sorti en 1949, Le meilleur des mondes, Aldous Huxley, 1932. Moi, je me suis amusé à relire ces livres avec un regard écologiste. C'est passionnant. Parce que dans 1984 de George Orwell, les seuls moments où Winston, le personnage central, respire et vit, c'est quand il est hors de la ville. Il y a des moments, on va dire, dans une sorte de campagne et autres, il y a effectivement son amour. Donc, systématiquement, on voit bien qu'on est sur une prototopie, c'est-à-dire on est sur quelque chose qui, au fond, n'est pas qu'une dystopie, qu'on en analyse en détail. Certes, c'est avant toute chose une dystopie, mais même dans une dystopie, on trouve des éléments d'espoir, on trouve des éléments qui nous font dire qu'on peut trouver des clés à ce biais-là. Pareil, dans Le meilleur des mondes, j'ai retrouvé des dialogues, j'en parle comme ça parce que c'est mon bouquin que je suis en train d'écrire,
j'ai retrouvé des dialogues hallucinants sur l'idée qu'il faut absolument consommer, sur la logique des alpha et des bêta, dans une logique de, voilà, de on consomme, comment on fait pour recréer du transport, c'est hallucinant. En fait, on se rend compte, quand on lit ces livres, en ayant en tête l'Anthropocène, en ayant en tête ce qui se passe aujourd'hui avec le réchauffement climatique, on se rend compte qu'au fond, ces deux... je ne sais pas si c'était en 2015 ou 2017, mais là, pour le coup, il est dans une logique où il extrapole sur les données scientifiques réelles et il met en scène au cœur des États-Unis, entre le Nevada, la Californie et autres, le long du fleuve, en fait, Nevada, il met en scène ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Donc il extrapole la situation avec une scène hallucinante où il y a des migrants qui sont des migrants climatiques sur les données. C'est assez fort. Mais là, on est effectivement sur une pure dystopie. Une pure dystopie climatique prenant acte réellement de ce qui se passe. On est au fond finalement, mais si l'on essaie d'analyser en quelque sorte le rapport entre la dystopie classique, alors vous vous rappelez qu'au moment où Trump a été élu, les vents de 1984 ont redoublé, en fait. Effectivement, Big Brother est parmi nous, la logique de la police de la pensée, sans parler des logiques de langage, la noble langue, donc voilà, on y était. Donc de fait, il y a une lecture des dystopies de la science-fiction en cinéma et en littérature que moi j'ai opéré et qui me fait dire que c'est de façon induite et non dite, déjà dès le départ, des dystopies de l'Anthropocène, et ça devient avec Waterknife ou avec Stanley Robinson, moins dystopique, des textes qui mettent en scène de manière plus ou moins dystopique ce qui peut se passer avec ce qu'on est en réalité en train de vivre avec l'extinction des espèces, avec la pollution, avec le réchauffement climatique. La seule différence chez Stanley Robinson, c'est que lorsqu'il le met en scène, par exemple en 2312, lorsqu'il met en scène, donc Stanley Robinson, ces questions écologiques, il met en scène par exemple un New York complètement sous l'eau, mais il met en scène la façon dont on vit dans cette situation-là. Donc on peut arriver potentiellement à s'en faire, tant que faire se peut, un allié, une alliée. N'empêche qu'il est d'une certaine manière très pessimiste. Dans 2312, il y a des interludes quelque part, et à un moment donné, il imagine, donc 2312, c'est-à-dire que son texte se passe en 2312, et il met en scène une historienne, donc comme une sorte d'extrait d'un texte d'histoire, qui met en scène tout ce qui s'est passé avant, et je ne vous raconte pas, en gros, jusqu'en 2060, c'est la grande indécision, et après, entre 2060 et 2130, c'est la catastrophe, et après, le début d'une prise de conscience. Donc il imagine tout ce que ça peut susciter. Il imagine les inondations, il imagine des catastrophes bien plus fortes que celles qui sont développées. Mais, le mettant en scène par l'historienne, il met aussi en scène la capacité qu'on pourrait avoir à aller au-delà. Et ce qui montre d'ailleurs de façon assez extraordinaire, au fond, on montre également des gens comme Bernard Steven, les philosophes, ou Platon, c'est qu'au fond, la question de la réponse au réchauffement climatique, la question d'un autre mode de vie, la question de technologie qui pourrait être nativement écologiste, environnementale, c'est une question politique. C'est une question politique qui n'est pas forcément contraire, non pas à la conquête spatiale, à l'exploration spatiale, mais à la conquête spatiale. Peut-être faire une vraie différence sur ce. Si ça vous intéresse, je pourrais développer ce plan-là, mais effectivement, dans 2312, on se rend compte qu'il peut y avoir un renversement d'ordre politique et qu'il peut y avoir un usage des technologies non destructrices, mais que ça passe d'abord par une révolution politique. Je ne sais pas si vous savez qu'il y a aujourd'hui au MIT aux États-Unis des gens qui travaillent sur des intelligences artificielles qui sont 1000 fois moins énergivores que celles d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que ça ne sort pas? Bon, on peut se poser la question politique. La question du rapport aux technologies, Kim Stanley Robinson le montre très bien, et la capacité qu'on pourrait avoir collectivement à tout simplement à utiliser les technologies, ou la même que qu'on peut faire des makers dans leur Fab Lab, de façon, on va dire, constructive,
effectivement, c'est quelque chose qui peut sembler compliqué, voire infaisable aujourd'hui, sans une révolution, qui est d'abord une révolution des mentalités et une révolution au niveau politique. Voilà. Ça, c'est effectivement ce qui nous montre de façon assez extraordinaire. Donc là, juste pour vous montrer comment certaines œuvres peuvent anticiper, de quelle façon elles peuvent anticiper d'autres façons de faire, d'autres façons de voir. Elles le font souvent d'ailleurs de manière assez plurielle. Là, j'ai mis un roman qui s'appelle Dans la forêt, qui date des années 70, qui est un roman plutôt très effondriste, de façon très classique. C'est pas forcément mon préféré, mais c'est quelque part quelque chose qui montre bien comment on peut retrouver un rapport, on va dire, je n'ai pas le mot rapport à la nature, c'était très nouage, très naïf. Donc voilà, d'autres types de rapports au monde. Et Résolution de l'ICAM, qui est une des autrices qu'on retrouve dans le Futur solidaire, là pour le coup, il y a un petit roman sur lequel je vais m'attarder un petit peu plus, parce que il est là aussi porteur en fait d'une nouvelle façon aujourd'hui de créer des fictions. C'est un roman qui date de 2019. Donc, si j'essaye de prendre un peu un recul par rapport à tout ce que je vous ai dit, je vais donner plusieurs références, déjà trop, ce qui est possible d'enregistrer. Mais on a bien vu quelque part qu'il y a des références de science-fiction qu'on peut proposer à la Silicon Valley, qui sont parmi leurs sources, mais qui luttent différemment à la façon de Blade Runner. C'est une métaphore de l'esclavage. Une métaphore de la logique de le robot, c'est aussi l'esclave. Potentiellement, c'est la voie. Donc, d'un côté, on voit qu'on peut utiliser certaines fictions comme contre-fiction par rapport à un certain type de pouvoir dominant. On peut voir au sein de dystopies, la dystopie, notamment écologiste, elle existe, effectivement, elle a une forte vigueur, mais qu'il y a des œuvres de plus en plus, des œuvres où, au cœur même de la dystopie, peuvent se nicher des utopies qui peuvent potentiellement nous aiguiller, peuvent potentiellement nous donner des idées, peuvent potentiellement nous faire comprendre qu'il y a d'autres voies possibles. Voilà. Hein. Quand j'ai écrit avec Bernard Stiegler ce petit bouquin qui s'appelle L'emploi est mort et le travail, la base même, c'est de dire la notion d'emploi est une connerie. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qui nous enrichit, c'est le faire. Ce qui nous enrichit, nous, enrichit notre environnement révélant. Donc ce que serait un véritable travail, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec l'emploi. Considérer que c'est bien d'avoir un emploi, quel que soit l'emploi, est une idiotie. Hein, bon. Non, avoir quelque chose de l'ordre d'activité enrichissante, un travail, ça a du sens. Et d'ailleurs, il y a eu une compilation, un bouquin sorti en 2017 de la Vogue, des éditions de la Nation, qui s'appelle Demain le travail. Et qui met en scène des utopies, des dystopies, avec un rôle universel, qui retrouve le sens d'œuvre comme ouvrage, hein, le sens de travail comme ouvrage, comme œuvre. Donc on voit bien qu'il y a, qu'il est envisageable quelque part, et la science-fiction peut nous aider, comme l'art contemporain ou comme d'autres voies, nous montrer en quelque sorte qu'il y a d'autres façons de faire, d'autres façons de voir que ce qu'on entend quand on écoute France Info pour être gentil. C'est-à-dire une réalité où, quelque part, il est impensable d'avoir un monde sans croissance économique, il est impensable d'avoir un monde sans emploi. Il suffit de se plonger dans l'histoire ou se plonger dans l'histoire avec un regard un peu critique. Je saurais trop vous conseiller un livre de David Graeber et David Wengrow qui s'appelle Au commencement était. Au commencement était. C'est un livre de 700 pages qui relie au travers des dernières découvertes de l'anthropologie et de l'archéologie de ces 40 dernières années un certain nombre d'exemples, Teotihuacan au Mexique, en Ukraine et autres, qui relient quelque part des sociétés qui ont pu voir le jour aussi dans les Amériques de façon assez extraordinaire et qui nous montrent qu'il y a eu des fois des vies pendant 700 ans qui ont vécu sans hiérarchie, de façon complètement différente, ou en tout cas, il y a une incertitude par rapport à ce qu'on a lu pendant très longtemps comme étant la vérité historique, avec la logique de passe. Effectivement, forcément, il y a le sauvage, il est soit bon ou mauvais, c'est pas un individu normal qui a pas les deux à la fois, il est soit bon, il est mauvais, c'est le bon sauvage ou le mauvais sauvage. En fait, il démontre complètement là-dessus, et c'est une source d'histoire, une source de réflexion absolument extraordinaire, parce qu'on se rend compte effectivement qu'il y a quelques exemples de films dont on ne sait pas.
Ce qui reste en tant que monument, c'est les princes, les rois, qui effectivement veulent montrer qu'ils sont présents et qui veulent marquer l'histoire. Mais ceux qui vivent quelque part sans hiérarchie ou autre, est-ce qu'ils marquent l'histoire? Les sociétés matriarcales, voilà, c'est un bouquin qui démontre toute cette logique de se dire on a été condamnés systématiquement à aller, voilà, on passe par l'agriculture, et puis après il y a l'État, et ainsi de suite. Donc c'est les clans, les tribus, et puis après, voilà, on est sur les villes d'État. Voilà, il démontre complètement la logique révolutionniste, la logique évolutionniste de l'ensemble. Et si on retourne ça par rapport à des histoires, on se rend compte bien évidemment que c'est une mine potentielle d'histoire fonctionnant de façon différente, avec un autre type de réalité, avec un autre type de réel, celui qu'on nous présente comme étant la réalité à laquelle on ne peut échapper. Donc il faut accepter cette réalité, donc la croissance, quoi qu'il arrive, l'emploi, quoi qu'il arrive, et pour bien faire, comme en gros ça va pas si bien, on va vous précariser de plus en plus. Non, d'autres choses sont possibles. Et les fictions, comme une lecture critique de l'histoire, montrent qu'il y a d'autres choses possibles. Et même si on est minoritaire, même si on peut considérer qu'il y a quelque chose d'utopique là-dedans, je considère que c'est essentiel d'aller chercher ça, de le valoriser, de le mettre en scène. C'est quelque chose dont on a cruellement besoin aujourd'hui. Et il y a des sources, et il y a des tas de sources qui nous racontent ça. Alors évidemment, c'est pas facile. Évidemment, c'est pas. Enfin, si on ouvre le livre, l'intérêt de ce petit roman qui s'appelle Résolution, déjà je vais le positionner, c'est un roman qui est arrivé dans une collection tout récente de la Vogue qui s'appelle Utopia. E-U-T-O-P-I-A. Utopia, on dit utopie, c'est le lieu de nulle part. Utopia, c'est le lieu du bout. 1516, Thomas More, lorsqu'il crée l'utopie, on peut le traduire bien à la fois par Utopia et Utopie. Donc il y a toujours eu une ambiguïté par rapport à ça. Et quelque part aujourd'hui, parmi les auteurs de science-fiction, il y en a de plus en plus qui considèrent, qui mettent en scène leur histoire comme une expérimentation de quelque chose à construire. Comme quelque chose de l'ordre de l'utopie, Utopia. Cette collection donc, de la Volte est très exactement ça. C'est-à-dire donc, quelque chose qui est une histoire qui nous raconte potentiellement quelque chose de l'ordre de l'utopie, avec ses difficultés. Et ce que met en scène ce bouquin, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il commence par une logique très futuriste, avec des IA, des surprises, et ainsi de suite. Et il nous présente un personnage qui est visiblement autiste, qui s'appelle Webb, qui est une sorte de plan, qui imagine un autre type de société qui s'appelle le monde selon Webb. Et il y a une sorte de mécène à un moment donné qui vient la voir, lui dit il faut tenter de le construire, ce monde selon Webb. Et là, on est vraiment sur la plus proche en ce moment. Et elle construit, et finalement, c'est sur l'île de Saint-Pierre-de-Pont, construisent avec 300 personnes. Tout le monde oublie ces étiquettes, il y a le sorte de guide complètement taré, qui n'arrive pas à faire des conneries, qui trolait, et ainsi de suite. Et on voit les difficultés d'échapper à ces étiquettes. On voit comment construire une autre façon de faire, un autre type de société, avec des gens qui viennent participer ensemble, se recréant des valeurs, à quel point c'est une galère, en fait. Et d'ailleurs, dans le livre, il y a une IA, ce qui est assez drôle, c'est que il y a une IA au départ de l'IA comme étant quelque chose de totalement destructeur, accompagnant l'effondrement avec ses logiques de marketing et tout le reste, et elle met en scène, parce qu'elle est technocritique, absolument pas technophobe, comme ICAM, elle met en scène une IA psychologue, elle n'est que psychologue, je ne fais pas les différences entre les gens et les couleurs, une IA décoloniale en quelque sorte, voilà, je trouve un peu bizarre, et ça fonctionne, en tout cas, ça crée un horizon. C'est-à-dire qu'il y a un type de fiction qui sont pour moi des exploraisons. Elles nous permettent d'explorer les horizons. De la même façon que certains dispositifs artistiques nous permettent non pas d'explorer la puanteur de notre réel, parfois il y a le critique, c'est très bien, il faut de ça, mais peut-être qu'il faut aussi des œuvres qui nous permettent, à partir de la puanteur de ce réel, à partir de la boue dans laquelle on a le pied, d'imaginer le ciel, d'imaginer les étoiles, d'imaginer d'autres façons de le faire, avec à la fois la logique de l'horizon, de l'exploration, et la logique du passage. En fait, comment on passe? Ça, c'est compliqué, le passage. Et c'est peut-être pas la science-fiction, la fiction de le dire. C'est peut-être là qu'on retrouve les récits d'initiative, qu'on retrouve les récits de protestation, etc., qu'on retrouve d'autres types de récits. Et tous les récits sont complémentaires, et ils sont complémentaires, je le disais à l'introduction, et ils sont complémentaires évidemment des actions concrètes que l'on va mener. Et tout ça, potentiellement, voilà, peut participer d'une autre façon de voir et de faire
qui, à mon sens, en tout cas, est porteur d'espoir. Et résolution en est l'un des exemples. Le texte qu'a fait l'ICAP dans le futur solidaire, c'est une sorte de jardin partagé, d'immeuble, c'est une sorte d'utopie qu'elle a imaginée avec des personnes ayant des handicaps psychiques profonds, quelque part, et vivant avec des gens normaux. Bon, il y a possibilité, en restant lucide, d'explorer, en quelque sorte, d'autres types de voies, d'autres façons de faire. Et c'est ce qu'aujourd'hui, ce que font de plus en plus d'auteurs de la jeune science-fiction française, enfin étrangère. Il y a ce bouquin, un psaume pour les recyclés sauvages, qui est un conte de Betty Chambers. Betty Chambers est une autrice absolument extraordinaire. Vous avez remarqué que j'ai mis à côté d'une sculpture de CO2 d'un certain artiste pas très connu qui s'appelle Yann Thomas. En fait, il a mis en scène une sculpture de CO2 pour mettre en scène le CO2 de manière paradoxale, pour l'enfuir peut-être, on sait que le faire. Voilà, peut-être partout, et ainsi de suite, mais ça met en scène je ne sais quoi d'un futur dans lequel potentiellement nous échapperons, nous recyclerons, nous reverrons, nous réinvivrons le CO2. Et je l'ai mis à côté de ce bouquin qui vient de sortir en septembre, un psaume pour les recyclés sauvages, qui est un bouquin, une sorte de conte philosophique qui se passe dans une lune, et on peut le lire de plein de façons différentes, mais elle met en scène une ville où les gratte-ciels sont faits à partir de caséine. Elle met en scène l'antithèse des technologies zombies. C'est-à-dire, elle met en scène un monde dans lequel les technologies se réintègrent dans le cycle de la vie, de la faune et de la flore. C'est un tout petit bouquin qui vient de sortir, une sorte de petit conte, et le recyclé sauvage, il s'est passé quelque chose à un moment donné dans l'histoire qu'elle raconte, c'est que du jour au lendemain, ces robots qui étaient dans les usines, ils ont décidé de tout quitter. Et pour aller se réensauvager. Et dans le monde qu'elle décrit, il y a des parties qui sont où il n'y a pas d'humains. Les humains sont interdits. Et les robots ont été là-bas pour essayer de comprendre ce qu'est être humain, en quelque sorte. Il y a eu une sorte de renversement complètement inconcevable, et il y a une discussion philosophique entre donc, un moine, une moine ou un moine, c'est un hier, donc on est là sur une logique que c'est le transgenre, donc moinité, moine de confort, où la hiérarchie n'a aucune importance, c'est une sorte de moine milliardaire, qui a une sorte de parcours, qui va se retrouver à tomber, on les voyait depuis très longtemps, avec ce recyclé sauvage. Et ces recyclés sauvages, ils ont décidé de ne pas se réparer pour mourir. Pour comprendre ce qu'est l'humanité, il faut accepter de mourir. Donc on est à l'antithèse de la logique d'immortalité. On est sur un conte philosophique avec des idées très concrètes. On est à l'antithèse de l'obsolescence programmée. Ça se passe ailleurs, à côté. C'est un petit roman, un petit conte qui est absolument génial. Cette autrice, Betty Chambers, elle a écrit aussi des romans d'exploration spatiale absolument ahurissants. C'est l'antithèse de Star Wars et Armageddon. Il y a un roman qui s'appelle Apprendre ses pardonneurs, où on se rend compte qu'il y a eu un effondrement sur Terre, mais il y a eu des gens qui sont cotisés pour faire partir, pour explorer d'autres lieux de planète, mais dans la logique d'exploration. On respecte, on ne touche pas à ce qu'on va voir, on est dans la logique de connaissance. Là, ce type d'utopie peut sembler lointaine, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. C'est logique. Et à mon sens, c'est du rôle des artistes et des créateurs, non seulement d'être lucides, d'être critiques, mais potentiellement de jouer avec ça. Et pourquoi pas de créer d'autres espaces, d'imaginer d'autres façons de faire. Quand j'ai lu ce roman, j'ai eu un vent qui paraissait très bien, parce que j'utilise mon prochain bouquin, et voilà, je mets en scène, et c'est vrai que c'est vraiment un très très bel archétype d'un nouveau type de fiction aujourd'hui, qui assume complètement la logique de transformation de façon lucide, là dans un monde, et c'est hyper inspirant. C'est un drôle de bouquin, je ne suis absolument pas croyant, etc., mais c'est une drôle de religion qui donne envie d'être croix, en fait, potentiellement, qu'elle met en scène, et ce dialogue avec ce recyclé sauvage, cette idée, cette métaphore, en fait, bien souvent, cette culture de CO2, les furtifs d'Alain Damasio, qui sont l'antithèse de la société de contrôle. Ce sont des figures de l'impossible. Et ces figures de l'impossible, elles nous permettent de nous décaler notre regard par rapport à ce que potentiellement nous vivons. Ce décalage, il est primordial. Dans le roman Les furtifs d'Alain Damasio, ces furtifs qui sont insaisissables, si on les voit, ils se figent, ils deviennent comme de la céramique.
ils nous permettent de comprendre ce qu'on ne voit pas en termes de logique, de contrôle et d'auto-contrôle. Big Brother n'existe pas, il est partout. Ça sert de métaphore, ça permet de dessiner le regard. Donc c'est totalement précieux. Certains types d'œuvres comme la sculpture de CO2 permettent, en voyant différemment le CO2, en voyant sa masse, et aussi sa beauté avec les paradoxes, de nous dessiner le regard par rapport à ce qu'est l'empreinte carbone, par rapport à ce qui serait potentiellement notre capacité à transcender tout ça. Ces figures de l'impossible, ce robot, ce recyclé sauvage, est une figure de l'impossible, un robot qui est décidé d'être inutile, la mise en scène de l'usine qui découvre à un moment donné, complètement abandonné, dans ce roman est magnifique. Voilà, est magnifique parce qu'effectivement, il découvre un lieu qui, effectivement, lui, ne disparaît pas comme un corps au sein de la nature, et comme ces gratte-ciels de la vie au départ, qui effectivement sont faits à l'antithèse de la technologie zombie qui ne disparaît jamais, le lithium, le nucléaire, on n'en parle même pas. Voilà, mais ce qu'elle imagine là, ce qui est assez fou, c'est que, évidemment, on est très loin de ça aujourd'hui. Mais des gens qui travaillent, des scientifiques qui travaillent. Alors, ça sera peut-être pendant 30 ans, 40 ans, des logiques de construction avec de la caséine venant du lait et autres, des logiques de bâtiments potentiellement périssables, c'est des gens qui travaillent, réellement. Alors, évidemment, on avance. Et évidemment, on ne risque pas forcément d'habiter demain dans une maison en caséine. Mais ce qu'elle décrit, la petite roulotte qu'elle décrit, cette logique de sortie de l'obsolescence programmée, c'est vrai que c'est enthousiasmant. Ça fait du bien. Voilà. Alors après, évidemment, la différence par rapport à la résolution de l'ICAM, c'est qu'en résolution de l'ICAM, on est sur quelque chose où ce passage, là, on met en scène le passage, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Comment on va y passer c'est joli ça, comment on va y passer comment, en tout cas, on s'y transfère, comment on se téléporte vers un autre monde, sans pour autant être dans la langue de bois par rapport à ce que serait cet autre monde, parce que le monde parfait n'existe pas. La démocratie n'existe pas, la justice n'existe pas, il y a un système. Du jour où vous pensez avoir atteint la démocratie, c'est qu'on n'est plus en train de la chercher. Donc elle disparaît. L'utopie, si vous la prenez comme quelque chose, un État, une démocratie, une structure d'État, vous l'avez fait disparaître. C'est un chemin, c'est une tension, quelque part. Et les fictions nous permettent de réhabiliter cette tension et de créer des points de référence par rapport à des tensions dans lesquelles on pourrait potentiellement aller. De la même façon que des récits de gens qui font, comme par exemple le Tibet de la Rive ou Guadeloupe, qui vont à partir juste de refaire les devantures d'une maison d'un quartier 50 points de pire, faire renaître totalement un quartier en 5 ans. Voilà, il faut raconter du réel, il faut raconter empreinte imaginaire, il faut raconter des histoires, des fictions, il faut créer des dispositifs artistiques qui permettent de décaler le regard, quitte à s'appuyer sur des figures de l'impossible qui vont, en quelque sorte, nous faire dérailler positivement. Moi, je donne souvent l'exemple des toutes premières nouvelles de Philippe Cadic, qui s'appelle L'heure du web. Le web, c'est WUB, et le web, c'est un cochon télépathe. Je vais conclure avec le cochon télépathe. Parce que je vais raconter une histoire pour terminer, le cochon télépathe. Eh bien, le cochon télépathe, c'est un gros cochon qui vit dans votre esprit. À un moment donné, il y a un commandant de vaisseau qui veut manger, il rêve de manger ce web, parce qu'il y a un truc de dire que le web, il est quand même super bon, super délicieux. Donc, à un moment donné, voilà, il arrive sur la planète du web, ça prend le web, il vient sur l'esprit, il dit voilà, vous avez une idée, il n'a pas l'air génial, je n'adhère pas vraiment à votre projet. Bon, les gens du vaisseau se disent c'est quand même pas tuer, le cochon télépathe, le philosophe et tout, ils sont bien à philosophie. Ils se mettent à parler du 10, etc., face au commandant du vaisseau, qui est lui un peu plus brutal, et pendant les autres met un temps, et finalement, il tue le web, il le met à la cocotte, les gens du vaisseau ne veulent pas le manger, et lui, il goûte le web, il mange le web, et tout ça bon, etc. Il sort ses imbécilités comme d'habitude, mais soudainement, il se met à parler du lys. Il est devenu le cochon. Il est devenu le cochon qui dit lui-même, c'est vrai que c'est bon le web, et qui continue à philosopher. Et en une nouvelle, Philippe Cadic nous a montré que nous sommes ce que nous mangeons.